Oui, vous parlez d'un mouvement sociétal inédit. Vous savez, dans Le Seigneur des Anneaux, à un moment, Sam dit à Frodon, je me demande bien dans quel genre d'histoire nous sommes tombés. Alors, c'est la question qu'on peut poser au début, et je voudrais essayer rapidement de réfléchir avec vous là-dessus. Au fond, nous sommes tombés dans une péripétie, oui, à l'échelle de l'histoire, c'est une péripétie, de l'épopée de l'émancipation. Alors, nous sommes sur le mouvement d'émancipation et sur ce terrain-là. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes, depuis le début de notre histoire, l'histoire occidentale, en train d'essayer de libérer les humains de ce qui les opprime. Et justement, c'est là qu'apparaissent des conflits, parce qu'il est difficile de savoir ce qui est oppressif et ce contre quoi on doit et peut lutter. Ce que je veux dire, c'est que personne ne peut refuser l'émancipation. En tout cas, dans notre culture, c'est pas possible. Les humains sont des créatures métamorphiques. Nous ne sommes pas absolument immobiles et stables, et nous passons nos siècles à essayer d'améliorer le monde. En tout cas, en tant que judéo-chrétiens, nous passons nos siècles à essayer d'améliorer le monde. C'est une certitude pour l'Occident et d'ailleurs pour les autres civilisations. Même si la question se pose, on s'aperçoit que lorsque le progrès arrive ailleurs, immédiatement, la sauce prend, si j'ose dire. Donc, ça doit être quand même quelque chose d'assez humain, finalement, et pas de seulement culturel. Mais c'est un autre problème. Alors, Cicéron, par exemple, déjà, mais même avant le christianisme, Cicéron disait que les peuples ont beaucoup de facilité à passer de la servitude à la liberté, mais quand on veut les faire passer de la liberté à la servitude, c'est plus compliqué. Donc, ça prouve bien quand même qu'il y a, si vous voulez, un désir d'émancipation qui est quand même, qui existe partout. Alors, en France, et mes étudiants le croient, ils se trompent, je pense, mais en France, les gens ont tendance à penser que le mouvement d'émancipation commence avec la Révolution, comme par une espèce de génération spontanée. Entre les mains du grand Saint-Just, voilà. Mais bien sûr que non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous avons tout un courant puissant au XIXe siècle, par exemple dominé par Michelet, qui est un grand écrivain, qui oppose les ténèbres du Moyen-Âge à la lumière soudaine qui s'allume dans les ténèbres. Ça ne se passe pas comme ça. Je ne sais pas si j'arrive à convaincre mes étudiants, mais ça ne se passe pas comme ça. Ce mouvement qu'on appelle le progrès est né en Occident avec la vision du temps, qui est un temps fléché et qui n'est plus, pour la première fois au monde, un temps circulaire. Jusque-là, le temps est circulaire. Et chez nous, il est fléché, c'est-à-dire que nous allons d'abord avec la religion vers le salut, avec un grand S, et puis ensuite, quand il n'y a plus de religion, vers le progrès, qui commence par être un progrès avec un grand P. C'est là où il va se casser la figure, d'ailleurs. Donc, le passage du salut au progrès, c'est un passage qui, finalement, rend le mouvement à la fois immanent, il n'y a plus de transcendance, et impatient. Il faut tout de suite. Pour vous donner un exemple, on lit facilement dans la presse ah oui, les femmes passent plus l'aspirateur que les hommes, par exemple. Alors, il faut juguler les inégalités qui restent, avec des tirets. Comme si il fallait arriver à une égalité parfaite et absolue. En admettant même que ce fût souhaitable, ce que je ne pense pas. Donc voilà l'impatience du progrès. Alors, pour simplement essayer de vous démontrer en 3 mots que le progrès émancipateur, il ne faut pas vouloir, je crois, l'effacer, il ne faut pas le critiquer d'emblée. L'émancipation, c'est la suppression de la toute-puissance par l'Église des premiers siècles, par l'Église, de ce droit qu'avait le pater familias romain de tuer ses propres enfants. C'est la fin de la responsabilité collective, c'est-à-dire que vous n'allez plus en prison à la place de votre père ou de votre frère qui a commis un meurtre, c'est quand même pas mal, hein. Ce sont les limites qui sont posées peu à peu au pouvoir arbitraire au pluriel, apparition de la démocratie moderne dans les monastères, Saint-Benoît, grande charte de 1215, qui, comme les chercheurs l'ont montré, doit beaucoup à la charte de Saint-Benoît, développement des parlements, l'émancipation, c'est la fin du servage,
c'est la fin de l'esclavage, à partir du XVIIIe, mais surtout au XIXe, sous la poussée des Anglais, pour lesquels il faudra avoir une reconnaissance éternelle pour cette raison. C'est l'ouverture de l'école aux filles entre le XVIIe et le début du XXe. Ça a pris un certain temps. C'est quand même un mouvement émancipateur, je pense, qu'on ne peut pas récuser. Alors, si j'en arrive aux questions qui nous occupent, sur bien des points, le débat est très vif pour savoir si une mesure est émancipatrice ou non. Voilà la question qui nous occupe en ce moment, pour savoir si c'est une bonne émancipation. Je dis le débat est vif, nous voudrions bien que le débat soit vif, si on ne nous le confisquait pas. Parce que finalement, c'est ça notre problème. C'est que on fait comme si il n'y avait pas de débat. Il y a un débat. Et toutes ces mesures émancipatrices, elles sont forcément en débat. Est-ce que la décolonisation était une émancipation? Je suis sûre que là-dessus, on ne serait pas d'accord entre nous. Est-ce que le divorce était une émancipation? Est-ce que la légalisation de l'IVG est une émancipation, etc. Bon. Alors, évidemment, le débat porte sur le point suivant. Est-ce que les humains peuvent prétendre à tout ce à quoi les porte leur désir? Est-ce qu'il n'y a pas des bornages? Est-ce qu'il n'y a pas des limites au-delà desquelles nous allons nous dénaturer les relations humaines, les relations sociales, produire des perversions inattendues? Et ce débat, il porte sur l'anthropologie, à savoir, qu'est-ce qu'un homme? De quoi a-t-il besoin? Alors, il faut relire par exemple l'enracinement de Simone Weil. Donc, qu'est-ce qu'un homme? Qui est un homme? Est-ce que le fœtus est un homme? Etc. Que doit faire un homme? Qui doit être un homme? Que doit être un homme? Etc. Et chaque anthropologie repose sur des croyances. Certaines sont religieuses, d'autres morales, etc. Ou les deux à la fois. Une anthropologie ne repose pas sur une science. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de la viande. Nous ne sommes pas seulement de la viande, nous sommes aussi de la viande. Lorsque nos contemporains veulent nous faire croire que nous sommes seulement de la viande ou des neurones, il faut simplement les renvoyer à la Shoah. C'est très simple. Est-ce que vous pensez que les gens qui étaient détenus dans les laguerres étaient seulement de la viande et ils vont se mettre à hurler? Bien sûr que non. Donc, nous ne sommes pas de la viande. Il y a une sorte de contradiction dans cette société où on veut nous dire que l'homme est grand quand il s'agit de la Shoah et que l'homme est petit devant un homme de science. C'est absurde. Si l'homme est grand, il est grand partout. Donc, l'anthropologie est une affaire de croyance et non pas une affaire de science. C'est pourquoi les cours sur le gender sont des affaires de croyance et non pas des cours de sciences de la vie et de la terre. C'est complètement absurde, c'est complètement marxiste de dire que cela est de la science. Voyez ? Donc il faut absolument non pas lutter contre le débat, au contraire réclamer le débat, mais bien montrer que cela n'est pas de la science, mais de la croyance. Il n'y a pas de honte à avoir des croyances, mais simplement il faut les défendre. Donc la question porte sur les limites. Et naturellement, on a le sentiment que les limites, elles s'avancent toujours plus loin. Si je prends l'exemple du Pacs, c'est assez incroyable. Il y a quelques années, on a récusé le Pacs. Je me rappelle avoir écrit un article immense dans Le Monde qu'on m'avait pris. J'étais bien contente à ce moment-là parce qu'ils n'étaient pas toujours très sympas. J'avais critiqué le Pacs et maintenant nous en sommes presque à le réclamer pour éviter le mariage. Donc vous voyez, on est un peu comme cet aristocrate qui monte à l'échafaud en disant « c'est la dernière concession que je fais ». Bon, alors jusqu'où irons-nous? Jusqu'où irons-nous? Ça demande quand même une réflexion. Les réflexions autour de ça, finalement, sont des réflexions autour du thème nature et culture. Je voudrais juste vous poser quelques jalons dans le temps qui m'est imparti. Je crois que l'une des grandes erreurs que nous faisons ou que nous risquons de faire, c'est de mettre la nature partout. J'ai souvent vu ça avec les gens avec qui je suis bien d'accord, ils ont tendance à mettre la nature partout, à dire « Ah non, ça c'est pas possible parce que c'est naturel ». Mais vous savez, la nature, elle n'est pas si simple à attraper. Et puis, en plus, la civilisation consiste précisément à mettre de l'artificiel partout.
à établir l'artificiel comme du naturel. Et ça pour le plus grand bien de l'humanité. La plupart d'entre nous vivent ou vivront vieux grâce à des batteries de médicaments, pour prendre l'exemple le plus simpliste. Bien souvent, et c'est ça que je voudrais vous montrer, nos arguments les plus importants sont des arguments culturels. Ne croyons pas que ce sont des arguments naturels. La frontière entre le naturel et le culturel est très difficile à établir. Mais pour y réfléchir, nous avons l'histoire. À partir de l'histoire, on peut établir quelques catégories. Je vais vous citer 2 cas. Et puis je terminerai par quelque chose qui me paraît important. Le premier cas, le franchissement d'une limite purement culturelle, mais purement culturelle. L'IVG, l'euthanasie. Pourquoi purement culturelle? Parce qu'il y a une chose qui est très simple à savoir. Toutes les civilisations, je dis bien toutes, dans le temps et dans l'espace, sauf la nôtre, nous sommes l'unique exception, toutes ces civilisations tuent des enfants nouveau-nés et des vieillards encombrants. Toutes. Sauf les juifs et les chrétiens. Cette exception apparaît tellement bizarre que tout début de l'époque juive et chrétienne, par exemple quelque chose comme la lettre à Diognète au 1er siècle, dit, mais c'est bizarre, voilà des gens qui ne tuent pas les nouveau-nés débiles. Qu'est-ce que ces gens ont bien pu avoir dans la tête, peuvent bien avoir dans la tête? Si vous regardez les traités de puériculture des anciens, ce sont des arts du tri. Pour commencer, on trie. Mais sans aucun scrupule, ce n'est pas un problème. Partout, on tue les bébés-filles. Cherchez, vous trouverez dans toutes les civilisations. Chez les Romains, on ne gardait qu'une seule fille. On gardait la première, après, basta, ça suffisait. Donc, ici, ce sont des arguments culturels qui font que nous allons lutter, par exemple, contre l'euthanasie. C'est important à savoir, parce que c'est différent, vous voyez bien. On ne va pas pouvoir dire, mais attendez, personne ne fait ça. Non, tout le monde fait ça, sauf nous. Les limites qui concernent la nature sont beaucoup plus rares. Et elles sont bien plus difficiles à certifier. Pourtant, on peut dire que l'inceste est une limite naturelle. Pourquoi on ne trouve l'inceste nulle part? Alors vous allez me dire, chez les rois, les pharaons, la famille royale de Pharaon, bon, oui, il y a des cas, naturellement, où l'inceste est répandu. Ce sont des cas exceptionnels. Et tous les anthropologues, les ethnologues vous diront que l'inceste, c'est impossible. Eh bien, je pense que l'union homosexuelle légitime, la légitimation, je ne parle pas de l'existence de cette pratique naturellement, avec enfant, est quelque chose qui est antinaturel en ce sens. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Nous ne trouvons pas ça dans l'histoire. Ça n'a jamais été vu dans aucune civilisation. Naturellement, il y a eu, et je vais vous citer des auteurs, il y a eu des auteurs particuliers, non pas des sociétés, ni des cultures, ni des civilisations, des auteurs particuliers, qui sont au fond des nihilistes, souvent sympathiques d'ailleurs, pas toujours, mais qui défendent l'inceste et qui auraient pu aussi bien défendre la légitimité du mariage homosexuel. Alors, je commencerai par le premier d'entre eux, mais je les cite très rapidement. Bien sûr, Diogène le Cynique, personnage très sympathique, une sorte de vagabond sublime, qui prône l'inceste, qui dit qu'il faut coucher avec sa mère, il faut découper son père en morceaux et manger les morceaux, etc. Voilà. Les Athéniens trouvent qu'il est très sympathique. D'ailleurs, quand des voyous ont cassé son tonneau, les Athéniens se cotisent pour en payer un autre. Mais enfin, on ne va pas mettre Diogène à la tête de l'État, à la tête de la cité, et on ne va pas distribuer les libelles de Diogène aux enfants pour la transmission éducative. Vous voyez, on a quand même compris, les Athéniens sont quand même assez malins pour comprendre que ça, c'est peut-être très amusant, mais pas plus de 5 minutes. Alors, à la suite de Diogène, on pourrait étoffer ça, mais on trouve Sade, parce que Sade, c'est tout à fait ça, avec tout son compagnonnage, Byron, des gens de cette époque, c'est-à-dire début du 19e, l'époque révolutionnaire nihiliste. Ce sont des gens qui prônent l'inceste. Sade, c'est absolument typique. Et puis, de nos jours, eh bien, on va trouver Michel Foucault et Pierre Berger. Voilà. C'est la suite. Donc, nous avons toute une généalogie de gens qui prônent des choses
que je considère comme antinaturelles, parce que tout simplement, on ne les a jamais vues dans l'histoire et on ne voit pas comment ça pourrait être justifié. Nous sommes la première société qui veuille légitimer des mesures, des programmes qu'on n'a jamais trouvés qu'entre les mains de quelques nihilistes sympathiques et fous. Vous voyez ? Alors, je veux juste terminer par un exemple qui me paraît extrêmement important, parce que je pense que dans notre argumentation, nous n'y pensons pas toujours. La question de la paternité. Nous disons un père, une mère. Et beaucoup d'entre nous ont tendance à dire « c'est naturel ». Écoutez, ce n'est pas du tout naturel. Bien sûr que c'est biologique. Biologiquement, c'est clairement naturel. Mais ce n'est pas ça qu'on veut dire quand on dit que c'est naturel. On veut dire, mais écoutez, partout, un enfant a un père et une mère. Mais pas du tout. C'est culturel. La plupart des civilisations, je dis presque toutes, sauf la nôtre, évidemment, comme toujours, parce qu'on est quand même sur ces cas précis, nous sommes spécifiques, sont polygames. Alors, c'est pour ça que, par exemple, Montesquieu, vous savez, avait dit la polygamie, parfois, c'est peut-être bien quand on manque d'hommes parce qu'ils sont tous morts à la guerre, etc. Et Montesquieu avait eu quelques problèmes avec les instances ecclésiastiques à cette époque à cause de ça. Partout, vous trouvez des systèmes de parenté qui sont très différents du nôtre. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas dire qu'il ne faut pas défendre le couple, un père, une mère, bien au contraire. Mais pour des raisons culturelles. Quelles sont ces raisons culturelles ? Essentiellement, une raison de laquelle découlent toutes les autres, mais je n'aurai pas le temps ici de développer ça. C'est seulement, et d'ailleurs je crois que c'est aussi pour ça que notre civilisation a développé ce type de famille, c'est seulement l'enfant élevé par un couple, père et mère, qui peut apprendre l'autonomie et la liberté. La liberté de conscience et la liberté de ses actes. Si vous voulez, il faudrait de plus long développement, mais mettez un enfant dans un harem. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été élevés dans des harems. Ça va être quand même assez compliqué d'apprendre l'autonomie des pensées et des actes. Même, je dirais, impossible. Si l'enfant est uniquement dans le giron de sa mère, parce que dans un harem, ça ne peut être que ça va être très compliqué. Prenez un enfant qui est élevé dans un village communautaire où tous les hommes sont son père. Village africain traditionnel, par exemple. Ça va être très compliqué pour l'enfant d'apprendre l'autonomie. Prenez un enfant qui est élevé dans la société sans père ni mari d'Héna de Chine. C'était quand même assez importante, puisque à peu près 1 million de personnes. Ça a été bien étudié. Alors là, il n'y a pas de père du tout, il n'y a pas de nom pour père. Il y a un nom pour oncle, le frère de la mère. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque les enfants ne peuvent pas apprendre l'autonomie des pensées, des actes et la liberté de conscience d'Antigone ? Eh bien, il faudra que ces enfants vivent sous un gouvernement autoritaire. Car il n'y a pas, vous savez, il n'y a pas 40 solutions. Ou bien la loi morale est intégrée dans ma tête, ou bien il faut la police pour m'obliger à la respecter. Autrement dit, pourquoi faut-il défendre un père, une mère ? Parce que c'est la seule solution pour avoir une société libre, et à tous les niveaux. Non pas parce que c'est naturel, car ça n'est pas naturel du tout. Non pas parce que c'est notre tradition, parce que maintenant tout le monde s'en fout, c'est-à-dire que l'argument de la tradition n'a plus aucun sens dans notre société. Il a peut-être un sens pour certains d'entre nous. Je pense que les traditions, c'est important, mais enfin, si vous voulez, ça ne sert à rien d'aller sortir cet argument. C'est un argument inaudible, mais uniquement parce que c'est là le gage de l'éducation à la liberté. Voilà, donc je m'arrête là. Et on pourrait développer, mais j'espère développer demain, peut-être dans le forum. Je vous remercie de m'avoir écouté.